Bonjour Gérard Vespierre, Bonjour à vous. vous êtes géopolitologue et fondateur du site Le Monde Décrypté. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on aimerait évoquer avec vous la Syrie, avec la tournée du dirigeant syrien au Moyen-Orient. C'est un dossier qui a été quelque peu éclipsé par les nombreux développements au Moyen-Orient depuis la chute de Bachar al-Assad, pardon. Alors, quels sont les enjeux de ces visites au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, mais aussi dans les prochains jours en Turquie pour la Syrie? Est-ce que cela va être déterminant pour l'avenir de la Syrie, mais aussi pour son rôle dans le nouveau Moyen-Orient qui est en train de se dessiner? Et à l'évidence, il y avait déjà des mouvements avant la chute de Bachar el-Assad. Donc, il y avait des déplacements, des visites à des États du Golfe pour voir quel pouvait être le futur. Donc maintenant que la page est tournée et qu'il apparaît que les choses sont rentrées dans une période de stabilisation, mais il y a encore à l'évidence beaucoup d'obstacles. Donc il y a ce souci à la fois des pays de la région de venir visiter le nouveau responsable et dirigeant, Ahmed al-Shara, et puis aussi pour ce dernier de prendre des contacts à l'extérieur. Donc il y a un souci de stabilisation politique, il y a un souci d'entraide économique, il y a un souci humanitaire avec les réfugiés présents à hauteur de 3 millions, si ma mémoire est bonne, en Turquie. Donc il y a tous ces dossiers-là, sans penser à des dossiers encore plus sensibles, tels que le dossier kurde, bien sûr, entre la Syrie et la Turquie. Alors, on sait que pour se reconstruire, la Syrie aura besoin de toute l'aide internationale disponible. Elle est encore sous le coup de sanctions internationales par un certain nombre d'organisations internationales. Est-ce que cette tournée, c'est un peu pour rechercher des alliés à sa cause? Je pense qu'il n'a pas besoin d'alliés dans la mesure où il n'a pas forcément d'ennemis. Pour le moment, il y a une page, comme je disais, une page nouvelle qui s'ouvre. Dès le départ, on a eu tendance à voir l'arrivée d'un nouveau groupe islamiste et j'étais totalement vent debout contre cette approche-là, car il y a d'abord la personnalité de Ahmad el-Shara. Deuxièmement, il y a son histoire, je dirais, familiale. Un de ses oncles a été ministre des Affaires étrangères, donc il a une culture politique. Ouais. C'est un homme très jeune, 42 ans, donc il a de l'ambition. Et troisièmement, il a vu son pays, ce qu'est devenu son pays pendant ces 12 dernières terribles années, qui étaient donc sous le fardeau des divisions. Et donc il est effectivement dans sa stratégie l'homme de la réconciliation et l'homme de la réunion. Et ça va être un très gros travail au moins sur le plan géographique, puisque pratiquement un tiers de la Syrie est contrôlé par les forces pro-Kurdes, donc autour du mouvement FDS soutenu par Washington. Donc il a récupéré donc cette partie, il y a la présence des Turcs, donc il y a toute cette dans le nord du pays, donc il y a toute cette imbroglio à démêler, et donc je crois qu'il est dans un stade de négociation, mais entre personnes relativement ouvertes. Il n'y a pas de rivalité fondamentale. Donc, il a besoin de support plus que d'alliés. Mais aujourd'hui, l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe qui sont du coup sollicités par le dirigeant syrien, ils souhaitent jouer un rôle dans la reconstruction de la Syrie. À l'évidence, la Syrie a besoin d'énormément de capitaux, elle a besoin de temps, elle a besoin de retrouver de la population. Donc, il y a à l'évidence derrière l'ensemble de ces paramètres besoin d'euros, de dollars, etc. Donc, il y a besoin de fonds et d'encouragement, de capacités techniques aussi dans la reconstruction. Bon. Donc, ce n'est pas la Russie, l'ancien allié, qui va intervenir. Donc, à l'évidence, ce sont des nouveaux partenaires de la Syrie dans le cas, effectivement, de cette politique d'ouverture, oui, bon, qui est en train de se mettre en place. Et les bailleurs saoudiens, effectivement, avec aussi
ah, voyons les choses telles qu'elles sont, un enjeu religieux, n'est-ce pas? Là, l'ancien pouvoir était détenu par une branche religieusement du chiisme, les Alaouites, bon, dont était issue la famille Al-Assad. Donc maintenant qu'il y a effectivement, et cette population représentait à peu près 12%, 15% maximum de la totalité de la population syrienne. Donc la majorité est ouvertement musulmane sunnite. Donc, bien sûr, le partenaire saoudien est là pour, en plus, aider cette majorité de Syriens qui sont dans la mouvance sunnite. Donc, l'Arabie Saoudite, c'est un acteur qu'on a l'impression qui est très courtisé aujourd'hui dans le dessin, en tout cas le schéma de ce nouveau Moyen-Orient, en particulier pour le nouveau président américain Donald Trump, qui fait de la normalisation des relations de l'Arabie Saoudite avec Israël son fer de lance. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne approche? De trouver disons, un rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite. Exactement. À l'évidence, c'était quelque chose qui était en marche jusqu'au 6 octobre au soir. Donc, mais aussi, autre évidence, et non la moindre, c'est que l'Arabie saoudite fait de la reconnaissance d'un État palestinien une étape absolument incontournable. Alors, comment cela, il y a deux options, comment cela peut-il être mis en place ou bien contourné? Donc, il y a ce dilemme à résoudre pour Israël et on s'approche du cœur du débat de plus en plus avec la pression sécuritaire croissante en Cisjordanie, Judée-Samarie. Donc, la présence de Tsahal en plus grand nombre est aussi une indication de la volonté politique d'Israël. Donc, là, on s'approche de moments qui vont être diplomatiquement, politiquement très importants si l'Arabie saoudite et je pense un grand nombre de pays de la région, c'est aussi cette disposition, cette vision à deux États, la recommandation, le souhait de l'Europe, c'est officiellement aussi la position américaine. Donc, voyez-vous, il va y avoir effectivement diplomatiquement du grain à moudre. Alors, ma dernière question, Gérard Vespierre, c'est qu'au moment de la chute de Bachar el-Assad, les analystes s'accordaient tous à dire que le grand gagnant de cette chute de régime en Syrie était la Turquie. Et aujourd'hui, c'est encore plus vrai vu qu'un accord de coopération est en train d'être négocié entre les deux pays, entre la Turquie et la Syrie, avec un axe très militaire. Est-ce qu'on est en train d'assister à la naissance d'un monstre avec cet accord? Non, je crois qu'il faut être très très prudent parce que la composante kurde de cette situation est aussi un piège, n'est-ce pas, pour la Turquie, à vouloir trop frapper les Kurdes en Syrie, cela pourrait réveiller la fraternité kurde de 15 millions à peu près en Turquie. Donc il y a, à mon avis, j'ai fait, je pense, un écrit ou une émission à ce sujet en parlant du piège syrien pour la Turquie. C'est pas le tapis rouge. Il y a à prendre des coups aussi. Donc, et puis sa situation économique n'est pas sans souci. Donc, voyez-vous, c'est beaucoup plus délicat à discerner quelle va être la position turque à 3 ans ou dans 5 ans. Parce que aussi le pouvoir politique russe, pardon, turc, peut évoluer. Monsieur Erdogan pourrait arriver à la fin de son temps. Donc, le jeu est plus ouvert. Il y a une organisation à prévoir. Parce que effectivement, si la Rojava, c'est-à-dire le territoire kurde autonome, se maintient, ça c'est une situation diplomatique très délicate parce que pour le moment, il n'y a pas de situation kurde en Turquie qui soit autonome. Bon, donc là, il y a de délicates négociations à venir et ce n'est pas forcément au bénéfice unique et dans un seul sens pour la Turquie.
Eh bien, Gérard Vespierre, c'est un dossier que nous continuerons à aborder avec vous. Je vous remercie pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes géopolitologue et fondateur du site Le Monde Décrypté. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, au revoir.